conditions estivales, je vous souhaite une agréable journée. Bonjour à tous, bienvenue dans Les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Et c'est la rentrée pour 855 000 enseignants en France. Ils rejoignent aujourd'hui les écoles, collèges et lycées avant l'arrivée demain des élèves. Nous avons suivi la rentrée de ces professeurs dans une école d'Annecy. Et pour certains, vous allez le voir, c'est une toute première rentrée des classes. C'est la rentrée aussi pour Fabrice Liégard que nous retrouverons comme chaque lundi aux commandes de la chronique Alpes Express. L'actualité chez nos voisins suisses et italiens. Il nous parlera notamment de cette grande guerre entre Autrichiens et Italiens. C'était entre 1915 et 1917. Un combat à 2600 mètres d'altitude dans les Dolomites. Enfin, un mot de votre météo avec un beau soleil, un temps sec avec seulement quelques nuages élevés à l'ouest. Température de 31 à 33 degrés. Je vous le disais en titre, c'est une journée importante pour les professeurs qui effectuent leur rentrée ce lundi. Pour certains, c'était même leur première rentrée. Alors ce matin, Grégory Lespinasse et Bertrand Tang sont allés à leur rencontre dans une toute nouvelle école d'Annecy, située dans un écoquartier. On regarde leur reportage. 8h30 ce matin, pas encore d'écoliers dans les classes, mais les enseignants, eux, ont posé leur cartable. Un retour à l'école avec parfois un peu d'appréhension, comme pour Cindy, dont c'est la première rentrée en tant qu'enseignante. Là, je suis un peu stressée parce que c'est la première année que je prends des maternelles en fait. J'ai fait l'année dernière un stage avec des CM2, donc ça va vraiment me changer, c'est un cycle différent en fait, donc c'est tout nouveau. L'après-rentrée en fait c'est aussi l'occasion de tous se retrouver, de refaire un peu le point, de donner les grandes directives, d'occuper l'espace aussi, l'espace classe qu'on a laissé un peu s'endormir quelques mois et le réinvestir, puis se projeter voilà, sur cette nouvelle année avec une nouvelle aventure qui commence. Et dans cette école moderne qui souffle sa 3e bougie, 443 élèves sont attendus demain matin, soit 40 de plus que l'année dernière. Un peu comme un chef d'orchestre, le directeur règle donc les derniers détails. On essaye de prévenir tous les petits incidents de dysfonctionnement et de les anticiper et d'en discuter et surtout avoir un positionnement d'école, parce que ce que je demande moi à l'équipe, c'est de la cohérence, de la cohésion interne et qu'on ait les mêmes réponses et les mêmes attitudes pour que l'équité soit garantie et surtout la sécurité soit mise en place. Avec 16 classes, toutes plus lumineuses les unes que les autres, c'est vrai qu'on aurait presque envie de retourner à l'école. Et puis, comme le dit son directeur... Ah, elle est formidable cette école. On va dire que c'est la plus belle d'Annecy. Et toute cette semaine, nous vous proposons une série sur cette rentrée avec ce lundi, donc la rentrée des professeurs, mais aussi des proviseurs. Et vous allez le voir pour ces responsables d'établissement. La rentrée, c'est d'abord et avant tout une question d'anticipation. Premier épisode de notre série préparé par Denis Vigneault-Duguet et Franck Serroni. Olivier Toulouse est ce que l'on a coutume d'appeler un vieux de la vieille. Sur 17 rentrées à son actif, il en est à sa 6e, dont son lycée du Grésivaudan. Autant dire qu'il possède un savoir-faire très utile pour réussir sa rentrée. On connaît les enjeux, on connaît les pièges, etc. Donc ça permet d'anticiper l'organisation, de la réussir, on va dire. Donc ça, c'est le premier point, la maîtrise. Et puis... on banalise un petit peu, le chef d'établissement, il faut qu'il rassure tout le monde en même temps, donc il faut que ça donne une certaine sérénité. Valérie, on peut voir une minute, enfin même pas d'ailleurs, livret d'accueil. Cette année, M. Toulouse n'a pris que 15 jours de vacances. Même s'il prépare cette rentrée depuis près d'un an en termes de définition de moyens et d'effectifs, il lui faut être présent avant tout le monde afin de maîtriser les derniers ajustements techniques ou humains. On a besoin de s'assurer que tout fonctionne. Ce matin, à 7h15, j'étais avec les agents qui s'occupent des espaces verts, par exemple, parce qu'on fait les dernières tontes. Et donc, il y a toute une délégation qui est en place, mais voilà, le chef d'établissement, d'abord sur le plan humain, il y a le relationnel qui est important, il faut s'assurer que les hommes avancent, et puis que tout est prêt. Elisa, on peut se voir? Ne quittez pas, s'il vous plaît, madame. Parce que je pense qu'il doit manquer quelques données, on les fera apparaître. Merci beaucoup. Une rentrée, c'est toujours un petit miracle. C'est toujours... voilà. On ne peut pas la faire 10 jours après. Moi, 3 jours avant la rentrée, je languis. Vous comprenez qu'on est sur cette préparation de rentrée depuis longtemps. Ça s'intensifie les derniers jours. Et là, maintenant, on a envie d'y être. Voilà.
Donc le premier humain, c'est soi-même. Et puis après, toutes les décisions qu'on prend, toutes les décisions doivent être pesées parce qu'on sait que des gens vont en profiter ou en subir les conséquences pendant un an. Sur le planning du proviseur, il est inscrit à la journée de vendredi pot d'accueil des stagiaires. L'expérience de cet homme de contact suffira-t-elle à calmer leurs angoisses? Nous le verrons demain dans le second volet de cette série consacrée à la rentrée de ces tout nouveaux professeurs. Avec les bus pour la semaine prochaine. Alors, quels sont les chiffres clés à retenir pour cette rentrée scolaire 2015? Quelles sont les principales nouveautés? Eh bien, le recteur de l'Académie de Grenoble, Daniel Filâtre, s'est justement exprimé lors d'une conférence de presse qui se termine tout juste. Il sera notre invité ce soir du Journal des Alpes à 19h. Et attention, demain, jour de rentrée pour les élèves, les agents de cantine de Grenoble seront en grève. Une information à retrouver sur notre site internet France 3 Alpes qui revient sur les raisons de cette grève. Ils réclament notamment plus de personnel pour assurer correctement leur travail. Nous sommes en pleine rentrée scolaire, rentrée aussi politique avec la campagne pour les prochaines élections régionales de décembre. À droite, Laurent Wauquiez plaide pour l'unité avec le MoDem et l'UDI. Il était hier en montagne entre Rhône-Alpes et Auvergne. Tout un symbole. Charline Coca et Arthur John l'ont rencontré. Cette rentrée, Laurent Wauquiez la veut symbolique. Au pied du Mont Mézin, à plus de 1300 mètres d'altitude, le député maire du Puy souhaite prendre de la hauteur et changer d'air. Le but, c'est un nouveau souffle. Notre région, elle a besoin d'un nouveau souffle. Et il n'y a pas de plus beau lieu pour le faire. Et c'est le premier message. Et le deuxième message, aujourd'hui, c'est le rassemblement. Nous, on est unis. Nous, on est rassemblés. Les Français ne supportent plus les politiques qui se divisent. La gauche se déchire, le FN se déchire. Nous, on est unis. Et ce lieu, c'est tout un symbole. Parce que c'est ici que se touchent Rhône-Alpes et l'Auvergne. Après plusieurs mois de tractation, c'est accompagné de Franck Régnier de l'UDI et de Patrick Mignola du MoDem que le candidat au régional entame sa campagne. Des alliances encore mal digérées pour le MoDem notamment, où un mouvement de fronde est en train de se créer. Patrick Mignola préfère tempérer. Il y a un travail qui se fait. C'est un travail courageux. Parce qu'il n'y avait rien de plus simple finalement que de partir chacun sous sa bannière et chacun sous sa couleur. Et d'essayer de cultiver ces différences et ces indépendances pendant 6 mois. Du côté des militants, ces alliances sont plutôt vues d'un bon œil. Ils étaient près de 1500 venus de tous les départements de la future grande région. Il y a du bon des deux côtés et toutes les bonnes volontés sont à prendre sans regarder peut-être trop le parti, parce que la droite est grande, c'est une grande famille et je pense que toutes les bonnes idées sont à récupérer partout. Il y a 12 départements là, qui souhaitent prendre en charge. Donc Laurent, je pense qu'il est le meilleur pour réunir, pour rassembler tout le monde. Début d'une longue marche, 4 mois de campagne attendent le candidat. C'est un peu un chemin de croix cette rentrée politique? Ah non, au contraire, c'est une ascension paisible. Regardez un peu ça. C'est extraordinaire. Vous avez vu le soleil? Ouais. Une rentrée presque sans nuages donc. Les alliances avec le MoDem et l'UDI devraient être définitivement conclues à la mi-septembre. Voilà, une droite apparemment unie face à une gauche un peu plus désunie en Rhône-Alpes. Hier, les membres du Parti communiste étaient en Savoie, au Carélis, pour leur université d'été. L'occasion de discuter des grands sujets qui font l'actualité et rappeler aussi l'importance d'être rassemblés à gauche pour ces prochaines élections régionales. Comme nous l'explique Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste. On l'écoute. Les consultations, elles ont lieu région par région, mais l'état d'esprit est clair pour nous. Nous voulons construire jusqu'au bout la possibilité de liste du front de gauche élargie au maximum de forces citoyennes. Et quand c'est possible, en associant Europe Écologie Les Verts. Et cette question-là, c'est un enjeu pas seulement dans telle ou telle région. Ici, en Rhône-Alpes, c'est un enjeu national que nous allons continuer à porter dans les jours à venir. Mais maintenant, les jours sont comptés. Nous voulons des réponses qui permettent ce rassemblement en rassemblant toutes ces forces et en les respectant, parce que c'est ça la condition de la dynamique. Cette information révélée par nos confrères du Figaro, au moins 67 services d'urgence sur 650 sont menacés de disparition. C'est la conclusion d'un rapport remis à la ministre de la Santé Marisol Touraine. Chez nous, les urgences de Saint-Marcellin et la Mure en Isère sont concernées, tout comme les urgences de Rumilly en Haute-Savoie. Le rapport estime que ces urgences n'ont pas l'activité suffisante pour se maintenir et préconise de les transformer, je cite, en centres de soins non programmés.
Comme tous les lundis, nous retrouvons à présent notre chronique Alpes Express, l'actualité chez nos voisins suisses et italiens. Avec vous, Fabrice Légard, bonjour, c'est un peu votre rentrée aussi. Bonjour à tous et merci. Et on part en Italie avec une marche sur Rome pour réclamer davantage de droits pour les couples. Oui, alors Paoline, malgré les injections de l'Union européenne, notamment le mariage pour tous à la française ou même le Pacs n'existe pas encore pour les couples italiens, qu'ils soient gays, lesbiens ou même hétérosexuels d'ailleurs. D'où l'initiative, vous le voyez, de cette dizaine de marcheurs piémontais. Ils sont partis de la Piazza Carignano de Turin le 15 août à Ferragosto, direction Rome, soit 550 km environ, où ils devraient arriver le 20 septembre prochain. L'objectif, c'est bien sûr d'attirer l'attention des médias pour faire pression sur le gouvernement de Matteo Renzi, qui peine en ce moment devant le Parlement pour faire passer sa loi sur les unions civiles. Direction la Suisse à présent avec une nouvelle qui devrait rassurer les écoliers français. Oui, alors les pauvres petits écoliers français qui se plaignent en ce moment, hein, oui c'est la rentrée demain, eh bien ils peuvent toujours se consoler en voyant ces images, celles de leurs petits collègues suisses qui ont eux devancé l'appel, au moins dans les cantons de Genève et de Vaud, où la rentrée des classes date déjà d'une semaine. C'est en effet le 24 août qu'ils ont retrouvé ces petits Suisses le chemin de l'école, comme vous le voyez sur ces images tournées par la RTS au collège de Carouge dans la banlieue de Genève. Une rentrée suisse à la carte, puisque dans d'autres cantons comme celui de Fribourg, eh bien, la rentrée n'était que jeudi dernier. Retour en Italie pour notre grand format, un grand format qui va nous emmener sur les sommets des Dolomites dans les Alpes italiennes au-dessus de Cortina d'Ampezzo. C'est là que l'on célèbre depuis le printemps dernier le centenaire de l'entrée dans la Première Guerre mondiale de l'Italie. C'était en mai 1915. Une guerre alpine qui, vous allez le voir dans ce reportage, n'a rien à envier en inhumanité à celle qui s'est déroulée dans la boue des tranchées de Verdun. Didier Albrand sur un montage de Pierre Maillard. C'est une montagne, pas un Monte di Sangue, une montagne de sang comme les historiens ont baptisé l'une de ses voisines. Le Lagazzuoi, il aurait lui aussi mérité pourtant ce nom, avec ses 30 000 morts au combat. De juin 1915 à novembre 1917, de ses pieds à son sommet à plus de 2700 mètres d'altitude, et jusqu'au cœur de sa masse rocheuse, tout son corps se souvient encore de l'enfer de la Grande Guerre des Hautes-Terres. Cette montagne a été complètement percée par des kilomètres de galeries, creusées aussi bien par les armées autrichiennes qu'italiennes. Aucune n'ayant pu remporter la victoire grâce à des combats sur les pentes de la montagne, chacune a tenté d'attaquer son adversaire par l'intérieur. Point de téléphérique encore pour monter ici, le 24 mai 1915, à la déclaration de guerre entre la jeune monarchie italienne et l'Empire austro-hongrois. C'est donc à pied que les chasseurs alpins autrichiens gagnaient le sommet du Lagazzuoi, après avoir abandonné leur ville de Cortina à l'armée italienne. Cortina, c'était pour eux la ville la plus au sud de l'Empire austro-hongrois. Ils ont choisi d'occuper tous les sommets des Dolomites situés au nord de la ville. Comme pour dire aux Italiens, si vous voulez avancer, il faudra d'abord nous déloger d'ici. Allez suivre 3 étés et surtout 2 hivers de combats inhumains. Les Autrichiens au sommet à 2700 mètres, les Italiens accrochés sur les parois à une faille rocheuse située pas même 100 mètres plus bas. Les uns perforant la montagne vers le haut, les autres creusant vers le bas. 15 km de galeries de toute taille, percées dans l'unique but de satisfaire le délire des 2 états-majors, faire exploser l'armée ennemie. L'ennemi n'est pas toujours aussi bête que l'on croit. Lorsque l'une des 2 armées entendait l'autre creuser, elle savait bien ce qui allait se passer et faisait reculer ses hommes. Une fois l'explosion passée, elle remettait ses soldats en place au même endroit qu'avant, ce qui veut dire que tous ces hommes ont travaillé comme des esclaves, ont souffert le martyre pour un résultat qui est resté égal à 0. Car malgré l'explosion d'une dernière charge de 32 600 kg de dynamite en mai 1917, jamais l'armée italienne ne réussira à prendre le Lagazzuoi. Une armée sous la mitraille ennemie, dans les tranchées, des baraques à flanc de parois, longtemps dans des uniformes d'été, taillés pour une guerre courte, certainement pas pour une guerre de sentinelles, prise au piège par le général Hivert. J'ai trouvé écrit dans des journaux intimes de soldats « J'ai monté la garde par moins 25 degrés ». Beaucoup en ont perdu la tête. Dans ces attentes interminables, pris au piège entre la peur, le gel, le froid, la faim, le manque de nourriture chaude,
leur système nerveux volait en éclats. Ces soldats ont rempli les asiles, peut-être plus encore que les hôpitaux. Ils seront donc tant et tant, ces combattants du Lagazuoi, à ne pas voir l'Autriche-Hongrie rendre les armes le 4 novembre 1918. Pas au pied de leur montagne martyre, non, mais bien au-delà de ces sommets qu'ils ont peut-être aperçus dans un dernier soupir. Là-bas, au loin, dans la plaine, 100 km plus bas, à Vittorio Veneto. Une ville au nom de victoire, une victoire au goût amer qui fera pourtant bientôt le lit des va-t-en-guerre du fascisme. Et on repart en Suisse, Fabrice, avec un record qui sonne fort. Oui, on va l'entendre sonner. Écoutez-le, Pauline, sonner ce record. C'est joli, hein? Alors s'il sonne aussi fort, eh bien c'est qu'il sort de quelques 80 corps des Alpes et autant de joueurs qui jouent le même morceau en même temps. C'est ça le record. Vous en aviez rêvé, je suis sûr, Pauline. Eh bien le festival L'Écho du tunnel de Salles dans le canton de Fribourg l'a fait. Et devant plus de 4000 personnes qui ne se sont pas pour autant bouché les oreilles. C'est peut-être ça le record en fait. Dans ce festival, on pouvait également assister à la fabrication, vous l'avez vu, de ces instruments typiques des Alpes suisses. Alors si vous voulez vous en offrir un, il faut compter au moins 3500 francs suisses. Ça fait 3300 € environ. Une bagatelle. Pour finir, des images d'un prêtre vraiment pas comme les autres. Oui, c'est vrai que des prêtres comme celui-là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Regardez-le en action, ce père Zoltán. C'était il y a quelques jours devant le pavillon slovène de l'exposition universelle de Milan, un roi du skateboard et en soutane. S'il vous plaît, ce prêtre hongrois a avoué avoir appris le skate à l'origine pour mieux entrer en communion avec les jeunes de la banlieue où il officiait. On ne sait pas en revanche combien de vocations il a suscité chez les jeunes skateboarders. Ouais, hein, il se débrouille bien. Merci Fabrice. Et du sport, toujours, hein, avec les championnats du monde d'aviron. Le coup d'envoi a été donné ce week-end sur le lac d'Aiguebelette en Savoie. Tous les plus grands champions sont présents sur ce site exceptionnel pour une semaine de compétition. Marion Feutry, Nathalie Rapuc. Sur les eaux d'Aiguebelette, les premiers coups de pelle des meilleurs rameurs de la planète. 1300 compétiteurs vont s'affronter dans ce championnat du monde sur ce lac savoyard, réputé comme le paradis de l'aviron. C'est vraiment beau. C'est le plus bel endroit où j'ai jamais ramé. L'eau est claire et si plate aujourd'hui. Des conditions parfaites. Tout le monde est si accueillant ici. Tous les spectateurs, les bénévoles, tout le monde. Et les femmes sont belles ici aussi. Les athlètes peuvent bien profiter, car en coulisses, 600 personnes sont investies pour l'événement. Comment on peut éventuellement améliorer le parc à vélo? Du parc à vélo aux piscines de récupération pour les sportifs, Pascal Clérec est sur tous les fronts. C'est elle qui a préparé pendant des mois tous les aménagements nécessaires à une telle compétition. La priorité, ça a été les athlètes. On voulait qu'ils puissent avoir des équipements qui soient à la hauteur de leurs attentes, qu'ils puissent pouvoir s'entraîner, s'échauffer de manière optimum pour pouvoir avoir les meilleurs résultats. Car Aiguebelette a une réputation à tenir. Le lac a déjà accueilli des championnats du monde en 1997 et beaucoup ici s'en souviennent. Les organisateurs de 97 avaient laissé un souvenir inoubliable. Nombreuses années où j'étais en équipe de France et les athlètes du monde entier qui me demandaient d'où je venais en France et que je leur répondais que je venais d'Aiguebelette. Je voyais leurs yeux grandir et briller parce que pour tout le monde en 97 ça avait été déjà un souvenir inoubliable et extraordinaire. Donc c'est à la fois le challenge et l'idée c'est d'essayer de tenter de faire mieux en 2015. Pour les organisateurs, le défi est de taille, d'autant que c'est ici et maintenant que se jouent les qualifications au JO de Rio. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo puis l'édition nationale. Ce soir, à 19h, vous retrouverez Daniel Despins qui recevra, je vous le disais, le recteur de l'Académie de Grenoble, Daniel Filâtre, pour évoquer ensemble les grands sujets de cette rentrée 2015, dont le coup d'envoi a été donné ce matin par les professeurs. Et quant à moi, je vous retrouve demain.